Et ce choc des photos, c'est un peu dans les nouveautés dans les recherches actuelles. Il est encore plus fort quand on aborde le dossier de la Mecque. Je voudrais vous en parler maintenant, avec différents éléments sur le site de la Mecque, pour montrer que, en fait, on a prouvé aujourd'hui que ce site, même si c'est très difficile de le faire admettre globalement, parce qu'il y a énormément de blocages, que ce site n'était pas ce que la tradition musulmane en dit. La Mecque n'existait pas à l'époque de Mahomet en tant que ville caravanière, et même en tant que ville d'origine de l'islam. Alors, un premier élément pour le comprendre, c'est le fait que la Mecque est localisée à l'écart des routes caravanières. Regardez cette carte. Alors, bon, c'est l'Arabie ici que vous voyez. Alors, la Mecque est ici, alors, c'est pas la plaine. Là, on aurait l'impression que ce serait la plaine, mais c'est quand même un petit peu encaissé. Elle est ici, mais on voit qu'elle n'est pas sur le plateau rocheux arabique. Donc les monts, je crois que ça s'appelle les monts Tarois, je crois, enfin je ne sais plus très bien. Là, puis après c'est un grand plateau. L'itinéraire traditionnel que j'ai figuré, qui est figuré ici, qui à l'époque de Mahomet n'était plus emprunté, l'itinéraire traditionnel, en fait, il passe, vous voyez, sur le plateau. Là, vous suivez mon pointeur ? Ouais. Et la Mecque n'est pas sur le plateau, elle est en contrebas du plateau. Elle est à 300 mètres d'altitude à peu près, là où Taïf, l'oasis de Taïf, qui est une oasis, qui est sur le plateau, elle a 1450 mètres. Alors imaginez un commerçant qui va se dire, je vais faire des bonnes affaires, je vais mettre ma base arrière de caravane, là où je vais avoir mes entrepôts, mes stocks, mes élevages de chameaux, ma famille, là où on va venir même faire du commerce et venir me voir, je vais me mettre à 1100 mètres de dénivelé de l'itinéraire. À 3 jours de marche, vraiment ardu, 300 mètres de dénivelé par jour en caravane, et puis j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens. C'est, d'un point de vue de rationalité commerçante, complètement idiot. Donc il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et c'est bien pour ça qu'on ne parle jamais de la Mecque dans toute la littérature pré-musulmane, pré-islamique, alors qu'on aurait dû en parler au titre de ce qu'elle était comme ville caravanière. C'est pas possible que les Mécois, si on dit que les Mécois ont existé, aient eu 0 client à l'est, au nord, au sud, alors même que tous conservaient des registres, quoi. Et regardez, ça c'est la route de la soie. Et où est-ce qu'elle arrive, la route de la soie ? Alors elle arrive là, elle arrive aussi par là, c'est pas figuré. Mais elle arrive en Syrie, et là vous avez l'attaquier qui est idéalement placé comme base arrière, à proximité de la route de la soie, pour faire du vrai commerce caravanier. Au 7e siècle, là, ici, il y a du commerce caravanier. Là, il n'y en a plus du commerce caravanier au 7e siècle. La route est fermée. C'est pas qu'elle est fermée, c'est qu'elle n'est plus utilisée, parce qu'elle coûte 1000 fois plus cher que le passage, ici, par la mer, en bateau. Ça coûte cher d'affréter un bateau, mais une fois que vous avez affrété le bateau, vous pouvez, à peu de frais, faire beaucoup de kilomètres, là où le coût d'une caravane est énorme. Imaginez donc derrière qu'une caravane qui serait localisée à la Mecque, qui n'a rien à vendre sur place, il n'y a pas de clients à la Mecque, soit les gens viennent les voir, mais il n'y a rien à faire non plus, ça veut dire que si on veut faire des bonnes affaires, il faut vendre des produits qui sont suffisamment chers, ou avec une valeur ajoutée telle, du type des bijoux, des parfums, des métaux précieux, que ça puisse rembourser le coût de monter des expéditions de plusieurs milliers de kilomètres dans le désert avec des chameaux. Et derrière, en fait, un tel commerce n'a pas existé. Pour le coup, on aurait vraiment eu des traces. Pour le besoin d'exercice, il y a la chercheuse Patricia Crone qui a essayé de montrer, allez, elle a dit ok, je veux bien admettre que la Mecque existe, même si dans mes recherches, j'ai montré qu'elle n'existait pas. Mais on va faire semblant, on va dire que, essayons d'imaginer le commerce qui aurait été possible depuis la Mecque. Alors elle imagine un commerce qui est fait avec du cuir, un commerce de cuir où on vend du cuir depuis la Mecque jusqu'aux Romains qui sont à peu près par là, pour aller alimenter l'armée romaine l'armée byzantine qui était extrêmement consommatrice de cuir. Mais le problème, c'est que, c'est peut-être possible au niveau de la clientèle, mais c'est pas possible au niveau du coût. Et elle le dit elle-même, ça marche pas cette affaire, quoi. Donc le site mécois ne fonctionne pas, et donc on se rend compte qu'il y a une espèce d'imposture à prétendre qu'on aurait eu ici un site commerçant. Une preuve d'ailleurs de l'imposture, c'est qu'on n'a jamais vu, après l'islam, ce site commerçant se développer.
alors même qu'il aurait dû être la base de l'islam, puisque l'islam est né là-bas, qu'il y aurait eu la Kaaba, la ville d'Abraham et tout ça, il suffit que l'islam naisse pour que tout le commerce se fasse d'un coup, et que plus rien ne se fasse à la Mecque. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y avait jamais rien eu à la Mecque avant, en fait, tout simplement. Bon, je vais passer vite fait sur cette diapo. Je vais vous parler du travail de Christian Robin, qui est un archéologue spécialiste de l'Arabie, et qui a montré que toute l'Arabie avait été christianisée, judaïsée au 7e siècle, et qu'il n'y a pas de Jahiliya. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. La Jahiliya, c'est le mythe fondateur de la... Enfin, c'était ma première diapo, c'était d'expliquer qu'il y a une espèce de barbarie pré-islamique au Hijaz, avec des tribus sans foi ni loi, qui se font la guerre, qui ont des coutumes brutales. Le but étant de montrer, en fait, d'un point de vue idéologique, que l'islam est venu apporter un ordre nouveau, une paix nouvelle, donc il fallait qu'il y ait eu une barbarie avant. Et en particulier, il fallait qu'il y ait eu un terrain vierge des révélations juives et chrétiennes. Or, ce n'est pas le cas. L'Arabie n'est déjà pas le lieu de l'éclosion générale de l'islam, et d'une, et de deux, même si on dit qu'elle l'a été en suivant la tradition musulmane, cette tradition est fausse, puisque en fait, l'Arabie avait été christianisée et évangélisée. Il y avait des monastères, les Arabes étaient christianisés, peut-être pas très chrétiens, hein, comme les nomades, par exemple les gitans ont été christianisés. Ça a mis du temps avant que ça arrive chez eux. Il n'y avait pas forcément des prêtres qui les suivaient dans leurs déplacements nomades. Ils avaient des grands rassemblements, des grandes messes de temps en temps, mais ils avaient été christianisés. Alors, pour avancer, je vais vous montrer un peu, toujours dans le site mécois, l'impossible site mécois, un problème dramatique et qui va aboutir certainement à une catastrophe horrible à la Mecque un de ces jours, parce que c'est écrit en fait, ça va se passer. Ça va être une énorme inondation qui va tuer des milliers de gens à la Mecque, et elle va arriver parce que la configuration des lieux et le climat fait que depuis toujours c'est le cas, et que le problème a été dramatiquement aggravé. En fait, la Mecque est un site un peu comme une cuvette, comme à Grenoble, si vous voyez le site de Grenoble, qui est entouré de montagnes, mais encore plus proche que Grenoble. Grenoble, les montagnes sont quand même un petit peu loin. Là, on a affaire à des collines, en fait, une montagne assez escarpée quand même, et qui définissent une sorte de cuvette. Et donc, en fait, quand il pleut, ça a beau être un climat désertique, enfin subtropical désertique exactement, il pleut quand même de temps en temps, et il pleut beaucoup, d'un coup. Mais en fait, il y a des effets de concentration énorme de l'eau, d'un coup, d'un seul, à la Mecque, parce que l'eau ruisselle des collines. Et on le voit aujourd'hui dans des vidéos, c'est très impressionnant de voir l'eau qui tombe. On a des cascades, on a l'impression que c'est des fleuves qui descendent des montagnes, et qui sont en mesure d'emporter les voitures, il y a des inondations très fréquentes, et toujours maintenant. Alors, il y a eu des très grandes inondations du Haram. Le Haram, c'est le sacré, là où il y a la fameuse Kaaba, le temple, entouré de son voile noir, là, que vous voyez ici. C'est deux grandes inondations où l'eau est arrivée dans le Haram. Encore aujourd'hui, on peut avoir 10-15 cm d'eau, et les Saoudiens ont essayé de prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et moi, j'ai été regarder, parce qu'en fait, ils ont fait des appels d'offres internationaux auprès de cabinets, de BTP, de bureaux d'études spécialistes de la gestion des eaux. Et j'ai été voir, parce que c'est public, on peut les trouver, en fait. Alors, je ne dis pas la prétention d'avoir tout trouvé, mais j'ai vu des études qui ont été faites sur le site de la Mecque assez récentes, où les spécialistes, je crois que c'était un cabinet anglais, j'en ai vu deux études différentes, et qui disaient à peu près la même chose. Ils expliquaient comment est-ce que les Saoudiens avaient plus ou moins réussi à essayer de juguler ce problème des inondations en construisant d'énormes réservoirs qui leur servent pour l'eau potable, parce que quand on a des millions de gens à la Mecque, donc comment est-ce que vous accueillez des pèlerins là-bas il faut des immenses réservoirs d'eau, parce qu'il n'y a pas l'eau courante là-bas, il y a un puits de rétention qui s'appelle la source de Zamzam, mais qui n'est pas une source en tant que telle, qui est un puits. Et ça a forcé les Saoudiens à faire d'immenses travaux de modernisation et d'augmentation des capacités d'accueil. Et donc, paradoxalement, ils ont bétonné le site, et ça a renforcé encore les risques d'inondation. Et le bureau d'études que j'ai vu, là, souligne le risque d'un cataclysme, en fait. C'est-à-dire d'une inondation où il y aura, 15 mètres d'eau, la Kaaba sera submergée, et il y aura des morts. Et ça, c'est... dans un sens, je dirais que c'est un peu c'est la folie d'avoir voulu construire une ville dans un site qui était absolument impropre à ça, quoi.
Ça, ce sont des photos qui vous montrent l'étendue et ce qu'ont été les gigantesques travaux que les Saoudiens ont fait pour accroître les capacités d'accueil à la Mecque. Donc ils ont construit cet énorme complexe hôtelier, par exemple, là, avec cette tour. Gigantesque, hein, la tour. Hein. Je crois qu'elle est aussi haute que la tour Eiffel. Non, plus haut. Plus haute, même. Oui, bah bon. Et pour ça, en fait, ils ont bouleversé le sous-sol. Ils ont cassé, regardez, toute la structure ancienne qu'on voyait ici, qui devait dater, regardez, là vous la voyez là, les arcades, qui dataient plus ou moins des Ottomans. Tout ça, ça a été cassé. Ils ont creusé le sous-sol. Là, on est dans le haram, hein, c'est-à-dire le centre de la Mecque. Il n'y a pas plus central dans la Mecque, quoi. Regardez, on les voit, les fouilles là, qui ont été faites. Alors, ce n'est pas des fouilles archéologiques en tant que telles, hein, c'est pour créer des bâtiments et faire des sous-sols et autres. Et les fouilles étaient surveillées par des commissaires aux affaires archéologiques. Et on n'a rien trouvé. Pensez bien que s'ils avaient trouvé quelque chose, ils l'auraient claironné sur les toits. Vous pouvez même aller voir la page Wikipédia de la Mecque en français, enfin française de la Mecque plutôt, qui met en lien l'article d'un architecte saoudien, ou qatari, saoudien je pense plutôt, qui a travaillé sur ce chantier de fouilles, qui les a un peu surveillés, et qui explique que bah oui, on n'a rien trouvé d'ancien. Alors lui dit qu'on n'a rien trouvé qui date d'avant Mahomet. Ouais, bon, on n'a rien trouvé d'ancien tout court. On n'a rien trouvé qui date de Mahomet, et même d'après en fait. Parce que le problème, c'est que cette ville, elle a été fondée, grosso modo, au 8e siècle. Il y a eu des choses qui ont été faites un petit peu avant, au 7e siècle, par le fameux calife Abdallah ibn al-Zubayr. Je voudrais vous en parler là juste après. Mais cette ville n'a pas d'existence avant le 8e siècle, tout simplement parce que, vu qu'elle est située dans un environnement complètement hostile, dans lequel il n'y a rien qui pousse, dans lequel il est impossible d'avoir de l'agriculture, il faut tout amener de l'extérieur. Il faut amener la nourriture pour les hommes, le fourrage pour les bêtes, le bois de chauffage, les matériaux de construction, enfin, le bois, les tentures, on peut trouver les pierres sur place, hein, évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une forme d'État, une forme de centralisation, une sorte de solidarité, en quelque sorte, qui s'exerce pour qu'on puisse subventionner la ville, en fait. Vous voyez, on n'aurait pas pu créer la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ou Brazzaville, la ville de Brazzaville, la ville nouvelle de Brazzaville dans la jungle en Brésil, s'il n'y avait pas un État, des États derrière pour le faire, pour apporter les matériaux de construction, et ainsi de suite. Ben, c'est un peu le même genre de choses à la Mecque. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas un empire abbasside assez costaud, vous n'avez pas de ville de la Mecque. Ce qui explique derrière qu'on ne trouve pas de mosquée orientée vers la Mecque pendant très longtemps. Alors là, je vais vous présenter les recherches qu'a fait Dan Gibson, mais je vais vous présenter juste ces données brutes de brut, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ces conclusions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dan Gibson, c'est un spécialiste de l'histoire des Arabes nabatéens, donc les Arabes avant l'islam. Il s'est rendu compte, en poursuivant au-delà, qu'il n'y avait aucune des premières mosquées qui n'était orientée vers la Mecque. Et ça l'a beaucoup étonné, et il s'est rendu compte qu'elles étaient orientées vers Pétra. Alors, elles ne sont pas toutes orientées vers Pétra. Il y a à peu près une petite vingtaine de mosquées sur les 30-35 environ, sur le 1er siècle de l'islam, qui sont orientées vers Pétra. Les autres, on n'arrive pas à déterminer leur orientation, on ne sait pas très bien où ça pointe, voire on n'arrive pas à savoir même où est-ce qu'elles pointent, parce qu'elles sont trop anciennes, trop délabrées, trop détruites, ou on n'a plus accès aux fondations de la mosquée ancienne, on a construit quelque chose au-dessus. Donc on ne sait pas où ça pointe, mais il y en a 19 qui pointent quand même assez précisément à Pétra, vous voyez l'illustration ici, et aucune qui pointe à la Mecque. Alors éventuellement, on pourrait dire que la mosquée de Sahana, que la Mecque est ici, elle se trompe un petit peu, mais pas tant que ça, quand même. Enfin, bon, même celle-là, celle qui est à Zeila, là, de l'autre côté de la mer Rouge, mais celle de Foustat, vous voyez, boum, elle pointe directement ici à Pétra. Et puis, ben, plus embêtant, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, elle pointe, boum, directement à Pétra. Elle ne va pas ici, vous voyez, ce ne seraient pas du tout les mêmes angles, en fait. On ne se trompe pas, enfin, ce n'est pas des coïncidences, en fait. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent ces résultats-là, d'un point de vue idéologique, parce que pour eux, c'est pas possible d'accepter qu'il n'y ait aucune mosquée pointée vers la Mecque, et qui vont dire, pour refuser ces résultats, c'est pas possible parce que les Arabes ne savaient pas orienter leurs bâtiments. Ben, la preuve que non. Enfin, c'est quand même assez flagrant, quand même, quand on voit la coïncidence. C'est pas possible parce que, en fait, ça ne peut pas être possible dans mon schéma à moi. C'est plutôt ça, comme ça qu'il faut voir les choses.
Parce que la preuve évidente que c'est possible, c'est que ça existe. C'est comme les pyramides d'Égypte, on ne sait pas comment elles ont été... on ne sait pas vraiment comment elles ont été construites. C'est pas parce qu'on ne sait pas comment elles ont été construites qu'elles n'existent pas. Elles existent. De même pour les orientations des mosquées. Alors on ne sait pas si les Arabes avaient des GPS ou pas, mais de toute façon, ils auraient tout simplement pu demander à des gens qui savaient. Alors pourquoi est-ce que je vous parle jusqu'au 1er siècle ? Parce qu'à partir de l'an 727, on a la première mosquée dont on a réussi à déterminer qu'elle pointait effectivement sa direction vers la Mecque. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement précis. Si on fait la direction exacte, hop, on arrive au sud de la Mecque. On n'est pas... mais clairement, ce n'est pas Pétra, ce n'est pas Médine, ce n'est pas Jérusalem. On peut raisonnablement penser que cette mosquée qui a été construite là dans la vallée de l'Indus, à l'embouchure, à Bambor, aujourd'hui au Pakistan, c'est une ruine, j'ai vu les photos, c'est haut comme ça, quoi. Mais le bâtiment est orienté. Enfin, orienté, non pas vers l'Orient, il est mécaïsé, quoi, si on veut. Et en fait, on a, à partir de 727, les mosquées sont construites vers la Mecque. Alors, pas toutes. Il y a encore quelques mosquées qui sont construites vers Pétra, mais principalement, on y arrive. Et puis, à partir des Abbassides, c'est systématiquement même à la Mecque. Et donc, ce qui est montré là, c'est que la Mecque n'avait pas d'existence réelle, en fait. Dan Gibson, lui, en déduit que la Mecque des traditions musulmanes devait être Pétra. Or, c'est pas si simple que ça. On n'est pas du tout sûr qu'il y ait un lieu des origines unique, loin de là. Et qui plus est, lui ramène à Pétra tous les éléments qui, en fait, pointent à Jérusalem. Donc avec ça, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Les ruines du temple dont je vous ai parlé, que Abraham et Ismaël doivent relever, c'est du temple de Jérusalem dont il s'agit. Enfin, on le sait par bien d'autres indices, dont Dan Gibson ne tient pas compte du tout. Donc moi, ce qui m'intéresse chez Gibson, c'est son travail, c'est-à-dire ses données brutes, son interprétation, je ne suis pas d'accord avec, même s'il y a des choses intéressantes, et notamment, lui a montré dans son interprétation que les traditions musulmanes décrivent la Mecque, pour certains événements qui s'y sont passés, exactement comme Pétra. Et les événements en question, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment le combat entre Zubayr, Ibn al-Zubayr, et les Omeyyades. Où on raconte par exemple qu'il y a eu des balistes et des catapultes qui ont été apportés par l'armée Omeyyade et qui auraient détruit la Kaaba de la Mecque. Et alors évidemment, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit à la Mecque, comme je vous l'ai dit. On a retrouvé des milliers de boulets de catapultes à Pétra. Oui, il y a des descriptions qui sont faites du site de la Mecque au moment de ces événements-là, entre le calife et l'anti-calife, du type de la rivière qui coule au milieu, des falaises de rochers, et en fait qui correspondent exactement au site de Pétra, quoi. Bon, tout ça pour dire que sur le site mécois, de plus en plus de choses s'accumulent, quoi. Dans le dossier qu'avait rassemblé le Père Gallet, il y avait déjà les analyses de Patricia Crone, alors pas aussi développées, parce que ça date de 2005, et puis le Père Gallet avait lui-même développé quelques analyses qui allaient dans ce sens-là. Patricia Crone, elle a montré dans le Coran que, alors que la tradition musulmane, dans son explicitation du Coran, dit tel verset a été révélé à la Mecque, et s'adresse donc à des Mécois. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? On voit que les Mécois qui y sont décrits, c'est des pêcheurs, des paysans, et qui cultivent, donc là j'ai listé, le blé, dattes, oliviers, vignes, grenades. Ça c'est ce qu'explique Patricia Crone. J'ai été voir après les versets. Il y a à peu près, je crois, de l'ordre de 150 à 200 versets du Coran qu'elle cite, à l'appui de tout ça, où elle parle de ça, là, le blé, les dattes, les grenades, les troupeaux de chèvres, enfin tout ça, c'est pas possible à la Mecque. Ça pourrait être éventuellement possible à Pétra, mais ce qui n'est pas possible à Pétra, c'est les bateaux à voile et les poissons et les coquillages fraîchement pêchés qu'on mange comme étant le produit de la mer, le bounty en anglais, je ne sais plus comment on dit ça en français, enfin bon. Et bon, donc derrière, en fait, rien que cette étude de Patricia Crone, qui avait été préfigurée déjà par le Père Gallet dans sa thèse, il avait échangé avec elle déjà, et puis il avait déjà bien travaillé ses ouvrages, montre que les origines de l'islam ne sont pas forcément un lieu unique, c'est pas ça, mais elles sont à chercher du côté des rivages de la Méditerranée, donc plutôt de la Syrie. Pourquoi est-ce que je vous dis la Syrie ? C'est là, c'est encore d'autres recherches. Il y a celle-là dont je vais vous parler, mais il y avait celle
qu'a fait le Père Gallet, où il a montré par la toponymie et l'archéologie qu'il y a en Syrie des lieux qui ont été identifiés comme étant des lieux des Koréchites. Et en particulier, il y a, j'avais mis la carte dans le Grand Secret de l'Islam, un spécialiste de la Syrie, René Dussault, qui avait fait tout un travail d'archéologie, de toponymie, topographie en Syrie, et qui avait montré qu'il y avait en Syrie le caravansérail des Koréchites, juste à proximité de villages, alors ça c'est d'autres études qui l'ont montré, qui étaient des villages judéo-nazaréens. Un autre élément très fort, c'est une étude de Robert Kerr encore, j'en avais déjà parlé de lui tout à l'heure à propos de son étude « Araméisme dans le Coran ». Là, c'est une étude où il a montré que tous les manuscrits coraniques sont écrits dans un type d'écriture arabe qui est nord-arabique, c'est-à-dire qui vient de l'Arabie pétrée. Donc ici, c'est la Syrie. Alors on n'est pas sur le rivage, mais presque. C'est les Ghassanides qui sont là. Là, vous avez les Lakhmides. Puis là, vous avez les Bédouins du désert, en fait. L'écriture sud-arabique, elle est très différente. Vous en avez un exemple ici sur une stèle qu'on a au musée de Sanaa, au Yémen. Et c'est très bizarre, en fait. C'est très simple, ce qu'il a montré, et en même temps très significatif. Ça veut dire que les premiers manuscrits coraniques, ils n'ont pas été écrits par des gens qui venaient de Médine ou de la Mecque, mais par des gens qui venaient d'ici, de l'Arabie pétrée. Alors peut-être qu'ils étaient des Lakhmides, peut-être davantage qu'ils étaient des syro-araméens, puisqu'il y a plein de syro-araméistes dedans, mais c'est pas du dialecte de Mésopotamie. Et donc derrière, ça nous montre que les fameux compagnons de Mahomet, ils venaient pas du Hidjaz, mais ils venaient de Damas. Et donc les origines de l'islam et du Coran sont à trouver dans l'Arabie du Nord, l'Arabie pétrée, et pas dans le Hidjaz. Alors, écoutez, je vais peut-être arriver à faire tout tenir, peut-être pas à 17h pile poil, mais à 17h05.